Bonsoir à tous, bienvenue dans cette interview politique. Mon invité ce soir, Nathalie Arthaud. Bonsoir. Bonsoir. Candidate lutte ouvrière pour la présidentielle. Vous êtes de passage à Tours pour un meeting. Le Conseil constitutionnel a publié cette semaine la liste des premiers parrainages à un mois de la clôture des dépôts. Vous en avez 138 sur 500. Est-ce que vous serez sur la ligne de départ de cette présidentielle ? Je l'espère bien. Je l'espère bien. Ça se présente bien, mais pour nous, c'est encore 2 semaines où nous allons aller sur le terrain, effectivement, pour rapporter ces 500 parrainages. Heureusement, nous pouvons nous appuyer sur l'esprit démocratique d'un certain nombre de maires, les maires de petites communes. Bon, nous en connaissons un certain nombre, nous allons à leur rencontre et puis nous leur demandons de faire ce geste pour le pluralisme. Voilà. Alors, il y a beaucoup de maires, vous savez, qui sont quand même très proches des classes populaires, qui sont y compris salariés et qui tiennent à ce que notre voix soit présente. Alors bon, voilà, moi je suis confiante. Quand vous voyez, entendez certains partis d'extrême droite dire qu'ils n'auront pas leurs 500 parrainages à 1 mois et demi du dépôt de ces parrainages, quel regard vous portez sur ces réflexions? Est-ce que vous compatissez ou pas? Moi, je les combats. Je les combats, que les choses soient claires. Que ce soit un Zemmour qui coche toutes les cases, vraiment, tout ce qui est le plus détestable, parce que entre anti-immigrés, ses délires sécuritaires, sa misogynie, sa détestation de la différence, enfin bon, voilà. Je le combats. Je combats Marine Le Pen également. Mais c'est du bluff? En même temps, je ne suis pas pour qu'il soit empêché de se présenter. Moi, je suis pour les combattre politiquement. Je pense que ce ne serait pas juste qu'administrativement, il ne puisse pas se présenter. Est-ce que c'est du bluff? Je n'en sais rien. Ce que je pense, c'est que quelqu'un comme Éric Zemmour, il pourra compter sur la courte échelle que lui fera la droite. Voilà. Donc vous dites qu'Éric Zemmour doit avoir ses parrainages pour le combattre politiquement? Moi, je le combattrai politiquement, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et puis vous savez, donc ces petits problèmes-là, qui à mon avis sont très conjoncturels, c'est pas le déni démocratique le plus grave dans cette élection. Le déni démocratique le plus grave, à mon avis, c'est le problème du droit de vote des étrangers, qui n'existe pas. Et ça, je trouve ça vraiment révoltant. Vous vous présentez pour la 3e fois, et pour la 3e fois, vous répétez que vous ne voulez pas être présidente de la République. Aux gens qui nous regardent et qui se demandent, mais alors que fait Nathalie Arthaud dans cette course à la présidentielle, que leur répondez-vous? Parce que j'aspire à faire bien plus, j'aspire à changer toute la société. Et la réalité, c'est qu'on ne le fera pas du haut de la présidence de la République. Écoutez, regardez comment tous ces présidents de la République se retrouvent impuissants face aux crises économiques, face à cette crise climatique, face à ces grandes multinationales qui imposent leurs lois. Donc vous faites comment? Regardez ce qui se passe sur la pandémie. Emmanuel Macron nous avait promis des vaccins bien communs, mais les Pfizer, les Moderna ne sont pas d'accord. Ils font passer leur profit avant la vie humaine. Eh bien, c'est cette loi-là qui marche. Donc, vous voyez, moi, je pense qu'en effet, faire respecter la vie humaine, défendre nos droits de travailleurs, ça va dépendre en fait de nos mobilisations, de nos luttes collectives. Donc, mais vous savez, même pour augmenter les salaires, pour arrêter avec ces inégalités, mais hallucinantes, complètement folles, ça ne se fera pas du haut de la présidence de la République. Ça va dépendre des grèves, des manifestations, des mobilisations. Et je pense que beaucoup de femmes et d'hommes des classes populaires, du monde du travail, le savent. Parce que d'élection en élection, ça ne s'améliore pas. Leur situation ne s'améliore pas. Quand on voit que, par contre, à un pôle, là, les grandes fortunes deviennent de plus en plus riches. Que reste-t-il justement de cet esprit de lutte, de cette résistance collective à l'heure bien de la désindustrialisation et surtout d'une autre révolution, le télétravail qui sépare les salariés? Vous pourfendez également les syndicats. Donc d'où va venir cette révolution et ces occupations d'usines? Non, je ne pourfends pas les syndicats. Je suis moi-même syndiquée, je suis une militante. Je pense que c'est les militants, c'est l'organisation des travailleurs qui feront avancer les choses. Et vous dites que finalement les luttes sont en berne. Je ne suis pas d'accord avec vous. Même, vous savez, ce télétravail et les conditions qui ont été difficiles pour beaucoup d'entre nous sont un facteur, je pense, de mécontentement. Et ce mécontentement, on l'a entendu et on l'entend. Et à mon avis, ce n'est pas fini. Sur les bas salaires, sur les petites pensions de retraite, face à l'inflation. Il y avait cette semaine encore dans les rues de Tours, si j'ai bien compris, donc une manifestation du secteur médico-social. Mais c'est tous les secteurs qui sont touchés. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait une grève interprofessionnelle sur les salaires, les conditions de travail. Donc la réalité, c'est que la colère est là, elle doit s'exprimer.
Le médico-social, un scandale est en cours dans les EHPAD, privés notamment. Aujourd'hui, c'est le groupe Orpea qui est montré du doigt pour des mauvais traitements supposés. Le gouvernement annonce le renforcement des contrôles. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Non mais moi, ça fait des années que les salariés des EHPAD dénoncent le rationnement, le fait que effectivement les résidents doivent manger pour un budget de 5 € par jour, qu'ils n'ont pas suffisamment de couches, qu'il manque des bras et que, y compris les salariés, sont forcés à faire finalement à se conduire en les maltraitant. Donc, en quelque sorte. Eh bien, d'abord, écoutons les salariés, écoutons les salariés, ce qui est absolument impossible. Ça n'a pas marché jusqu'à présent. Non mais parce qu'ils ne veulent pas entendre, parce que le gouvernement ne veut pas entendre. Quand vous voyez ces témoignages anonymes, parce que les femmes et les hommes, les agents de service, les aides-soignants, les infirmières des EHPAD, mais c'est vrai dans l'hôpital public et c'est vrai dans beaucoup d'entreprises, quand vous les voyez témoigner donc de façon anonyme, parce qu'ils ont peur d'être mis à pied, peur d'être licencié. C'est cette parole-là qu'il faut libérer. Mais le problème, c'est que le gouvernement... nationaliser les EHPAD. Le gouvernement, en fait, il ne veut pas voir parce qu'il ne veut pas toucher aux droits imprescriptible de faire du profit avec tout et n'importe quoi, y compris avec la santé. Ah bah moi, je serais pour les exproprier. Ces grands groupes-là, effectivement privés, qui cherchent à faire du profit avec sur la peau des anciens et en écrasant les salaires, en écrasant les salaires et en imposant des conditions de travail indignes, eh bien oui, on devrait les exproprier. Mais voilà, moi, mon programme, c'est de m'appuyer sur le monde du travail, de m'appuyer sur, justement, ils sont les mieux placés pour dire les dysfonctionnements qu'il y a dans les EHPAD, mais dans les entreprises aussi. Ils sont les mieux placés pour aller voir, y compris l'argent qu'il y a dans les comptes. Parce que, vous voyez, ce qu'on voit, c'est que tout augmente dans la société, tous les prix augmentent, sauf les salaires. Et on nous dit quoi? On nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Là aussi, il faut que les travailleurs s'engouffrent dans ce contrôle. De 2,9% sur un an, notamment à la pompe, avec un prix de l'essence qui dépasse les 1,80 €. Les taxes représentent plus de 50% du prix. Est-ce que vous baissez, supprimez ces taxes? Qu'est-ce que vous faites? Mais moi, je ne suis pas contre. Enfin, je suis même pour supprimer les taxes qui pèsent sur la population, sur les classes populaires, en les compensant intégralement par des taxes sur les surprofits des groupes pétroliers, par exemple, ou des trusts énergétiques. Mais je pense que le problème fondamental, c'est pas de supprimer telle ou telle taxe, c'est d'augmenter les salaires et les pensions de retraite, et de les augmenter avec de vraies augmentations, pas des miettes. Des augmentations de 300, de 400, de 500 € par mois. Voilà ce qu'il faut. Un SMIC à 2 000 € net. Et nous pensons effectivement que pour vivre sans être dans l'angoisse permanente de se dire et qu'est-ce qui va se passer si j'ai une dépense exceptionnelle là qui survient parce que ma voiture tombe en panne, parce que je tombe malade, eh bien oui, c'est 2 000 € net qu'il faut, un SMIC à 2 000 € net. Toutes les entreprises ne peuvent pas payer ce SMIC à 2 000 € net. Ah, il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent payer ce SMIC à 2 000 € net. Énorme. Oui, mais ne nous cachons pas derrière les difficultés des petites entreprises pour excuser Carrefour, pour excuser Korian, Orpea, pour excuser Amazon de verser des salaires qui sont indignes. Ce ne sont pas que des grands groupes, il n'y a pas que des multinationales, surtout en Touraine. Il n'y a pas que des multinationales, mais il y a beaucoup d'entreprises qui dépendent et qui travaillent pour ces multinationales, vous savez, et qui en réalité font la prospérité de ces grandes fortunes et de ces grands actionnaires. Donc moi, je veux bien qu'on me parle toujours des petites entreprises. Mais ce que je pense aussi, c'est qu'il y a beaucoup de petits artisans, de commerçants qui seraient très heureux de voir leur clientèle avec un peu plus d'argent. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on se prive pour aller chez le boucher. On se prive parce qu'on ne va pas acheter un gâteau en boulangerie. Parce que le gâteau, on essaye de le faire tout seul, parce qu'on n'a plus d'argent. Donc vous voyez que même l'augmentation du pouvoir d'achat des classes populaires, en réalité, ça serait une bonne nouvelle pour un certain nombre de petits artisans et de commerçants. Et ceux qui auront des difficultés, eh ben, allons voir les comptes des gros, des fournisseurs, des banques, parce que vous comprenez cet argent qu'on voit accumuler à un pôle, il est bien pris sur c'est le fruit de notre travail, tout ça. Donc il ne faut pas accepter, nous, travailleurs, d'être toujours relégués en dernier. Alors parlons des travailleurs de l'industrie nucléaire précisément. Dans la région, ici, on a 4 centrales qui représentent 12 000 emplois directs et indirects. Des salariés d'EDF estiment que l'État saborde leur entreprise en l'obligeant à brader sa production au profit de ses concurrents afin de limiter la hausse de la facture à 4%. Est-ce que EDF court à sa perte?
Bah, en tout cas, il ne faudra pas que le gouvernement, demain, nous explique que EDF est super endetté et qu'il faut que les salariés se serrent la ceinture. Parce que ça, on le voit venir. Ça a une spécialité, c'est-à-dire qu'effectivement, l'État impose des charges et des devoirs aux entreprises étatique, enfin nationalisé, et après il nous explique ah oui, le privé fait mieux et plus rentable. Donc attention à ça. Bon, maintenant, je pense que encore une fois, il faudrait en réalité faire la transparence sur tous ces secteurs de l'énergie. Pourquoi cette flambée des prix? Pourquoi cette flambée des prix du pétrole? On nous explique qu'il y a un engorgement, que la reprise, que... Bon, mais moi, ce que je pense aussi, c'est qu'il y a un calcul de la part de ces trusts énergétiques, en particulier pétroliers et gaziers, qui aujourd'hui profitent de toutes les discussions sur la transition écologique pour finalement se faire un petit pactole préventif, parce qu'ils savent que ça va leur coûter de l'argent. Oui, moi je suis pour l'expropriation, et en particulier de ce secteur énergétique, il faudrait qu'on contrôle les enjeux en termes de santé publique, de sécurité, en termes économiques sont tellement grands que oui, cela devrait être des secteurs où il ne devrait pas y avoir d'intérêt privé. Ça ne devrait pas pollué par les calculs de financiers. Vous construisez de nouveaux réacteurs? Moi, ce que je fais, c'est déjà la transparence. La transparence sur ce secteur. Et effectivement, pour pouvoir mesurer les avantages et les inconvénients qu'il peut y avoir de toutes les sources d'énergie. Il y a de nombreux rapports là-dessus. Oui, mais des rapports... Avec différents scénarios. Oui, différents scénarios, mais qui sont... vous savez, il y a aussi un certain nombre de choses qui sont cachées et qu'on découvre au fur et à mesure des enquêtes. Donc là, la réalité, c'est qu'il faut qu'on fasse vraiment la transparence et que ce soit les travailleurs qui la fassent. Alors, plus ou moins d'éolien, plus ou moins de centrales. Et que l'on pose le problème devant la population des avantages et des inconvénients de chacune des énergies. Parce qu'il n'y a pas d'énergie miracle. Bah, moi, ce que je pense, c'est que quand il y a en plus des intérêts, le profit qui s'en mêle, eh bien, c'est dangereux. C'est encore plus dangereux. Moi, je me souviens quand même de Fukushima, je me souviens donc des dernières catastrophes. C'est une énergie verte, la Commission européenne. C'est quand même... Voilà, on confie, si vous voulez, voilà, moi, j'ai pas envie même de confier une boîte d'allumettes aux capitalistes parce que j'ai l'impression qu'ils vont faire péter toute la société. La Commission européenne a classé l'énergie nucléaire en catégorie verte, énergie de transition, et certains pays, comme l'Allemagne, sont particulièrement en colère. Alors, est-ce que c'est écolo, le nucléaire, selon vous? Écoutez, non, ce n'est pas écolo. Enfin, c'est un problème. D'ailleurs, moi, je suis effarée de voir ce qui se passe quand même avec le PR de Flamanville, à la fois le surcoût et cette démonstration qu'en réalité, ils ne maîtrisent pas. Ils ne maîtrisent pas les techniques. Et là, on va donc multiplier des mini-EPR. Et puis, on fait quoi? Des déchets radioactifs. Il n'y a toujours pas de solution. Moi, j'ai le sentiment d'une fuite en avant. C'est toujours le court terme et les intérêts finalement à court terme qu'on mesure et on ne prépare pas justement l'avenir. Donc moi là-dessus, je pense que c'est une raison de plus que vraiment, il ne faut pas que ces discussions elles soient polluées par les calculs de certains capitalistes. Merci beaucoup Nathalie Arthaud d'être venue ce soir sur notre plateau.